je pense que ce sont des exemples importants. J'avoue que, en les entendant parler, on peut avoir tendance à minimiser les actes. Mais imaginons, nous sommes quand même 18 millions de Sénégalais. Si la majorité des citoyens, chacun en ce qui le concerne, se mettait à poser un acte de ce genre, par exemple don de sang, voilà, l'institut, je ne sais pas, l'hôpital qui s'occupe de la collecte de sang n'aurait jamais eu de rupture. C'est un exemple. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Jean, nous avons ce devoir de rendre au pays ce qu'il a fait pour nous. Moi qui vous parle, j'ai fait l'école primaire publique, j'ai fait le lycée public, comme il a dit, le Britannique, j'étais pris en charge totalement, j'ai fait une université publique. Tout ça, vous le savez certainement, à la charte de l'État du Sénégal. L'État l'a fait parce que je suis citoyen sénégalais. Il ne l'a pas fait pour quelqu'un, pour un Malien ou pour un Guinéen. Il l'a fait pour moi en tant que citoyen sénégalais. Parce que le cadre qu'il a défini pour bénéficier de tous ces avantages, je suis passé par ce cadre. Alors, est-ce qu'il n'est pas venu le moment, après avoir bénéficié de tous ces avantages, qui proviennent de nous tous, des impôts payés par nos parents, de la commercialisation des produits agricoles générés par nos parents à travers les champs. Donc, c'est en utilisant toutes ces ressources que l'État a payé nos études en construisant des écoles. Attention, ne pensez pas à l'argent. Ce que l'État fait, c'est construire des écoles, c'est donner des fournitures scolaires, nous donner des bourses parfois. Mais quand l'État fait tout ça pour le citoyen, est-ce que le citoyen n'a pas le devoir de rendre à cet État? Quand je dis État, j'ai parlé des agriculteurs, des éleveurs qui enrichissent le pays. Je parle du citoyen sénégalais. Est-ce que le citoyen qui a bénéficié de tout ça n'a pas le devoir de rendre la monnaie à cet État, donc à tous les citoyens qui ont participé à sa formation? Je pense que c'est naturellement, oui, on doit rendre la monnaie à cet État. Donc c'est dans cette dynamique que nous avons tous le devoir. Nous avons tous le devoir, justement, au-delà de nos activités professionnelles pour lesquelles nous avons une rémunération, nous avons donc le devoir, dans le cadre de la citoyenneté, de poser des actes dont bénéficient tous les citoyens. Alors, et je pense que ça, c'est quand même quelque chose de très très important. Monsieur Ndiaye, en vous écoutant, on a compris plusieurs choses. On a compris qu'en citoyenneté, il faut voir pas seulement un mot, mais il faut voir des actions. Il faut voir une responsabilité. Il faut voir, comme vous venez de le dire, des devoirs. C'est ça le mot citoyenneté. Il faut savoir aussi que la citoyenneté n'est pas élitiste, enfin un petit résumé, mais qu'elle concerne tout le monde et qu'elle concerne une certaine discipline, un certain respect d'un certain nombre de règles et de cadres. Alors, vous l'avez dit aussi, nous sommes 18 millions de Sénégalais, on est une population qui est à 90% à moins de 25 ans. Et aujourd'hui, quand vous parlez de devoir, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes, disons de 18 à 25 ans, peut-être de 18 à 35 ans, dépendamment de la vision qu'on a de la jeunesse, certains disent que la jeunesse n'est qu'à 40 ans, ça dépend, mais en tout cas, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes ont plus l'impression de devoir à l'État ou que l'État leur doit plus? Parce que l'image qu'on voit quand on vous entend, c'est un État qui donne à ses populations, qui a tellement donné à ses populations. Mais comment justement susciter en ces jeunes, dans une époque où il y a beaucoup de revendications, on parle de problèmes d'emploi, on parle de jeunesse qui ne trouve pas de travail, on parle de jeunesse qui, justement, à cause des problèmes d'emploi, prennent le bateau, 300 personnes qui ont disparu justement en immigration clandestine la semaine dernière, donc beaucoup de Sénégalais. Comment on peut comprendre cette cassure-là que vous expliquez entre la jeunesse et ce qui se passe dans les faits aujourd'hui et ce sentiment de responsabilité, de devoir dont vous parlez? Et comment renouer les liens? Très bien. Alors,
ils font de la reforestation, du reboisement, ils font des joutes médicales pour protéger les populations. Aujourd'hui, les citoyens pensent, malheureusement, que il n'y a que l'État qui a un devoir. Alors, c'est lui à quoi d'abord? Je pense que il ne faut pas se voiler la face. C'est lui à nous, d'abord à nous, État, qui administrons les citoyens. Parce qu'il y a une crise profonde entre les citoyens et leurs dirigeants. Ce n'est pas spécifique au Sénégal. C'est le cas en France, c'est le cas ailleurs. Ça veut dire qu'il y a une crise de confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Donc, chacun a quand même une attitude, a quand même une prise de conscience à faire par rapport à ce problème. Parce que c'est aussi très dangereux qu'on vienne dire, oui, le citoyen, il doit poser des actes. Mais la citoyenneté, c'est l'affaire de tous les citoyens. Le citoyen qui est président de la République, il est citoyen. S'il est ministre, il est citoyen. S'il est DG, il est citoyen. S'il est tailleur, il est citoyen. Donc on a un devoir commun d'avoir une certaine attitude, une certaine responsabilité, vous l'avez dit, vis-à-vis du peuple. Maintenant, qu'est-ce qui a créé la cassure? C'est tout ça. C'est nos comportements en tant que dirigeants qui amènent parfois certains à penser que d'autres profitent d'une situation et eux non. Donc ils demandent leur part. C'est un aspect. Il y a aussi le fait que certainement les formations ne sont pas adaptées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs centres de formation, centres individuels. La famille, la maison, où on est né, où on est avec les parents. C'est là-bas où commence la formation et l'éducation. On vous inclut des valeurs, des valeurs religieuses, des valeurs familiales, des valeurs multiformes dans la maison. Ces valeurs, c'est même comment s'habiller, comment parler, la langue maternelle, la langue paternelle. Ça, c'est dans la maison. Ensuite, à un certain âge, vous êtes dehors, vous commencez, peut-être que vous n'êtes pas encore à l'école, vous commencez à marcher un peu, 2 ans, 3 ans, et vous rencontrez d'autres personnes. Alors, à l'éducation de la famille, viennent s'ajouter déjà des influences venues de l'extérieur. Mais cela va crescendo à l'école. Quand vous allez à l'école, dans une classe, vous êtes 40 personnes. Chacun vient d'une famille. Il est clair qu'il y a aussi des influences. L'école, c'est un autre centre de formation. Les Dara sont aussi un centre de formation. Et d'autres milieux où vous allez apprendre une formation, l'enseignement général, l'enseignement coranique ou autre chose. Ce sont aussi des centres de formation qui influent forcément sur votre vie. À l'école, voilà, on peut vous apprendre à rouler les airs, hein, alors que mes parents sérères disaient, mes parents wolof, mes parents alpulaar disaient, je ne sais pas quel mot je connais, non pas quand vous allez à l'école, on vous dit, on vous fait dire bonjour. Quand vous voyez les gens, un parent, au lieu de dire non, vous lui dites bonjour tonton. Ça c'est l'école, c'est pas à la maison. C'est une influence. Mais en dehors de ces cadres, madame, il y a aussi la rue. Hein. La rue. Vous pouvez, Dieu peut vous aider, vous faites un cursus, vous êtes enseignant, vous gagnez votre vie, vous êtes tranquille, rangé et tout. Mais l'école ne sourit pas à tout le monde. Donc, il peut arriver que vous n'ayez pas réussi l'école et que vous soyez marchand ambulant. Ça peut arriver. Donc, l'influence sur votre éducation, positive ou négative, peut provenir de l'école, peut provenir également de la rue.
Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'influence du comportement de ceux qui sont en face de lui. Le proviseur du lycée, comment il se comporte. L'enseignant, votre prof de physique, comment il se comporte. Tout cela constitue des influences. Maintenant, justement, c'est ça le premier sillon de mon livre, si vous permettez. Cela m'amène à ce livre. Je me suis dit, mais attention. Alors, est-ce qu'on doit démissionner? Est-ce qu'on doit considérer que oui, la famille a fait ce qu'elle devait faire, l'école a fait ce qu'elle doit faire, maintenant les gens sont dans la rue, chacun voilà, pense comme il peut, ou fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on doit laisser la situation à l'état? Chacun a un devoir. Le devoir de l'État, c'est justement quand il y a cette tendance que vous avez décrite tout à l'heure, qui amène tout le monde à penser que personne n'a un devoir de faire quoi que ce soit, et que c'est l'État qui doit tout faire. Il appartient à l'État de régenter et de dire attention, ah, il me faut prendre la chose à bras le corps pour impliquer de nouvelles valeurs. Parce que les vraies valeurs que les parents voulaient, les vraies valeurs pour lesquelles l'école a été mise en place, ces valeurs-là, on les a perdues. Est-ce qu'on doit laisser la chose fonctionner comme ça? Non. On doit trouver une alternative. Et justement, c'est ce que j'ai appelé, après avoir expliqué pourquoi j'ai écrit ce livre, j'ai dit, ma première contribution qui date de 2019, le service national, pourquoi? C'est là où j'ai dit, se demander s'il faut instaurer le service civique national au Sénégal, c'est juste vouloir susciter un débat et éviter de paraître dogmatique. Mais ma conviction à moi, à ce sujet est toute faite. Il est nécessaire de l'imposer. De la forme, on pourra toujours en discuter. Mais le fond aura exclusivement pour objectif de bâtir des citoyens dont nous rêvons tous. L'instauration de cette autre forme d'éducation constitue sans doute un début de solution au désordre qui règne pratiquement dans tous les secteurs de notre vie sociale. Le désordre, nous le constatons tout ça. Il n'y a pas à mâcher les mots, il faut le dire. Le désordre est général. Les biens publics sont détériorés, l'argent public peut-être n'est pas bien géré. Donc il y a beaucoup d'anomalies qui font que, effectivement, il y a une cassure dans les familles, dans les systèmes éducatifs, dans la société, dans sa globalité. Et cela nécessite un remède. Et moi, c'est ce remède-là que j'ai essayé d'expliquer à travers ce sillon. Pourquoi pas le service national? Alors, on parle beaucoup d'éducation, monsieur Ndiaye. Vous avez répondu à ma question en insistant beaucoup sur l'éducation qui est, on le sait, fondamentale pour justement la formation en tout cas de ce citoyen modèle dont vous parlez. Moi, j'aimerais que vous nous disiez, parce qu'on a compris que vous avez en tout cas un peu expliqué que le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui au Sénégal est peut-être pas adapté à ce qu'il faut, à ce dont on a besoin, aux jeunes Sénégalais d'aujourd'hui. Et on le voit parce qu'on voit des jeunes Sénégalais qui ont reçu ce système éducatif et qui ne trouvent pas d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a un déphasage entre notre système éducatif et la réalité de l'emploi, par exemple. Alors concrètement parlant, vous, et de manière très pragmatique, quand vous parlez de changer le système éducatif, de quel changement vous parlez concrètement? De quoi vous parlez? Est-ce que vous parlez de, je ne sais pas, inclure les langues nationales? Qu'est-ce que vous proposez en termes de système éducatif? Alors, si vous permettez, il va falloir quand même, j'espère que les gens, tous ceux qui ici essaieront d'avoir ce livre. Si vous permettez, je vais leur lire le sillon, qui n'est pas long, c'est 2 ou 3 pages. Allez-y. Alors, au Sénégal, notre cher pays, donc, mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ceux qui peuvent prendre note devront le faire pour pouvoir, peut-être, quand il y aura le retour, nous dire quelles sont leurs visions par rapport à ce sillon-là. Quelles sont leurs contributions qui peuvent nous permettre aussi d'améliorer nos propositions. Donc au Sénégal, notre cher pays, s'il y a un point commun qui ne fait pas notre fierté,
c'est bien la crise comportementale. Tout le monde rabâche le même refrain, c'est le laisser aller, chacun fait ce qu'il peut. Des actions ont été entreprises, des idées développées, mais la situation empire. Si l'on se réfère à l'état d'insalubrité de nos villes, à l'état de nos infrastructures, à nos faits et gestes de tous les jours. Le Sénégal, notre cher pays, regorge d'énormes potentialités en ressources humaines reconnues de par le monde, auquel est venu s'ajouter un potentiel possible, porteur d'espoir incommensurable sur le plan économique. C'est pourquoi le moment est venu de prendre à bras le corps la problématique de nos comportements, aux antipodes de ces années. D'emblée, je dois préciser que l'objectif de cette contribution, qui date de 2019, n'est pas de faire la morale aux autres. Elle doit être perçue comme une ébauche de solution à un problème majeur qui plombe notre évolution économique et sociale. Les grands supports classiques de notre système éducatif sont là, fonctionnels, jouant leur rôle régalien. Il s'agit de la famille et de l'école dans sa pluralité, école occidentale, école coranique notamment. Cependant, ces hauts lieux de formation ont un contre-pouvoir que sont naturellement leur environnement immédiat. Les effets mitigés de la mondialisation l'indiquent. Dès lors, l'instauration du service civique national ne devrait pas faire peur ou être vue sous l'angle de la punition. Au contraire, il a pour vocation de relayer et de compléter ses supports. Pour cela, sa cible pourrait être le citoyen dont l'âge se situe autour de 18 ans. Cette tranche d'âge confère également une bonne capacité de perception de la morale et de ses corollaires, des dispositions naturelles au discernement, de grandes aptitudes physiques et intellectuelles. À cet âge, on s'approprie également plus facilement les symboles patriotiques et les enjeux qui sous-tendent l'avenir de notre pays. Ainsi conviendra-t-il que l'État détermine des programmes de formation adaptés dans différentes langues pour que les cibles puissent être atteintes au seul bénéfice de toute la société sénégalaise. De ce point de vue, certains paramètres doivent être pris en compte. L'aspect progressif et inclusif de la mise en place de la formation, la qualité des programmes qui seront dispensés, la durée optimale de cette formation, la période et les lieux d'accueil des bénéficiaires, les impacts individuels et collectifs de la formation, le budget à mobiliser. Concernant l'aspect progressif du service national, il peut être sous-tendu dans un premier temps par l'idée de contracter avec tous les volontaires en âge d'intégrer l'armée, bien entendu en les classifiant suivant leur aptitude non à y faire carrière. Par la suite, après quelques années de pratique, ce service pourra être institutionnalisé et érigé en règle. Ce qui est du contenu de la formation, il pourra s'articuler autour d'activités physiques et sportives, de la parfaite maîtrise des devoirs du citoyen envers la société. Il devra également avoir comme objectif l'inculcation du patriotisme comme valeur intrinsèque et l'apprentissage d'un métier, peinture, menuiserie, nettoiement, carrelage, etc. S'agissant de la durée, elle peut tourner autour de 3 mois du fait de la prise en compte de plusieurs aspects. En effet, ce service dont l'objectif est d'endiguer la crise comportementale qui gangrène notre tissu social dans tous ses composants ne devrait pas mettre en péril la carrière des jeunes dont l'ambition n'est pas de rester dans l'armée. En même temps, elle doit être une opportunité pour certains jeunes sans métier désœuvrés de s'affirmer avec dignité dans la marche de notre pays. Pour ce qui est de la période des grandes vacances scolaires, constitue un moment propice pour la mise en œuvre de cette formation. En conséquence, les écoles seront un cadre d'accueil adéquat et permettront de réduire les charges inhérentes à ce service national. Les mêmes potentialités humaines et matérielles permettant d'organiser les élections à l'échelle nationale offrent à notre pays l'expertise nécessaire pour surmonter les contraintes liées au service national. En tout état de cause, les véritables objectifs et finalités d'un tel projet sont ses impacts. Ils peuvent être multiformes et ainsi résumés. Meilleure connaissance de nos valeurs républicaines,
prise de conscience du devoir civique national, participation citoyenne à la remise en état des justice publique, les écoles en particulier, par une mise en pratique des métiers appris, meilleur comportement sur toutes les questions d'intérêt national, lutte contre le chômage à travers une imbrication entre ce service national et la formation professionnelle classique. De tels objectifs nécessitent bien entendu une certaine imprégnation auprès de pays qui en ont fait l'heureuse expérience et qui ont pu se dresser les trajectoires de nombreux, qui ont pu redresser les trajectoires de nombreuses générations de leurs concitoyens. Dès lors, comme tous les autres secteurs de l'enseignement, le service civique national devrait disposer d'un budget conséquent, faire l'objet d'une réflexion approfondie et d'une sensibilisation appropriée pour que le modèle de formation fasse en définitive, face à un mal dont les impacts négatifs sur nos efforts de développement vont crescendo, nous n'avons pas d'autres alternatives que de faire nôtre cette citation de Pierre Mendès France qui disait que gouverner, c'est choisir. Il nous faut donc un palliatif à notre maladie comportementale. Même si ce qui est développé ici n'est pas forcément une panacée, au risque de nous autodétruire, voilà ce que j'ai écrit dans le premier sillon de l'année. Alors, pour le résumé, il fallait que je lise pour qu'on comprenne quand même la vision dans sa globalité. C'est que ce service national que je préconise est un complément à ce système pratique de formation classique qui est partout, mais qui a montré ses limites. Parce que si on se plaint aujourd'hui des comportements, c'est parce que le système n'est pas parfait. Alors, est-ce que l'État ne doit pas récupérer les jeunes à un certain âge et leur faire une formation complémentaire? C'est ça que je préconise. On nous dira oui, comment on va le faire? J'ai dit non. Et quand on va le faire? J'ai dit on le fait pendant les grandes vacances. Il y a les navetas, il y a les activités, ben, on implique le service national. Pour le faire, j'ai dit bon, puis on va me dire oui, on n'a pas lu, les gens ne peuvent pas être dans l'armée. J'ai dit non, c'est pas une formation militaire à proprement parler. C'est soutenu par l'armée, mais c'est à objectif civique national. J'ai dit non, on le fait dans les écoles. Parce que j'ai remarqué que pendant les élections, les militaires, les trucs sont dans les écoles. Partout au Sénégal, on organise des élections. Dans toutes les localités. Dans des localités, il y a plusieurs centres de vote. Il y a des millions de Sénégalais qui votent. On peut utiliser le même système, le même circuit. Ce n'est pas compliqué. On utilise les écoles pour leur faire cette formation pendant les grandes vacances. Combien de mois? 3 mois. C'est quand vous faites aussi, quand vous développez une vision. Allez-y, n'ayez pas peur, hein, donnez des exemples. L'État, après étude, les gens peuvent dire non, c'est 3 mois, c'est trop, faisons 2 mois. On peut dire non, on leur fera ça en 6 mois, 3 mois cette année, 3 mois l'année prochaine. Ce qui n'est pas de. Et je veux dire que j'avais le devoir de faire des propositions concrètes. Donc 3 mois. Alors, le programme. J'ai dit, le programme, mon parent sérère là qui ne parle pas français, qui vient de là-bas, vous venez lui faire des cours de français, ben, il n'aura rien, après il va retourner pour rien. J'ai dit, ça mérite une réflexion approfondie sur les langues. Alors, par exemple, on dit les jeunes de Louga qui se sont portés volontaires, parce que j'ai dit progressivement obligatoire. Donc, dans un premier temps, les jeunes de Louga qui se sont inscrits volontairement, par exemple, on les amène à Kédougou. Les gens de Kédougou vont faire la formation à l'école Thiès Nord. Mais ces gens qui vont là-bas, peut-être, ils seront plus à l'aise en Wolof. Vous ne parlez pas de français. Ça concerne tous les citoyens. Mais il y a des citoyens qui n'ont pas fait l'école française, de 18 ans, qui n'ont pas fait l'école française. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure, ça paraissait rigolo quand je dis que quelqu'un a le bac. C'est quoi le bac? Ben, si on nous a mis dans le système, on a le bac. Mais ce n'est pas la fin du monde, le bac. Il y a tellement de gens qui sont à l'aise, qui sont peinants, qui n'ont pas le bac. Donc, prenons en compte ces gens qui n'ont pas fait l'école française. Pourquoi j'ai dit, il faut réfléchir sur le programme, mais adossé aux langues. Adossé aux langues. Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre?
Bon, là, l'éducation physique, nous, aux Britanniques, tous les jours, avant d'aller en classe, on se réveillait pour faire du sport. On courait là, c'est le club du matin, on court. Truc, ensuite on vient, on se douche. Bon, il y a déjà qui se douchent pas. On se douche avant d'aller en classe. Ça peut nous arriver. Bon, il y a déjà, voilà, ils sont là, chaque jour c'est manger le thé bouillon, boire le thé, le ventre comme ça. Ce sera à 18 ans hein, ou à 20 ans. Ce sera l'occasion de leur faire du sport. C'est la santé, c'est l'épanouissement. C'est un élément du programme. Les autres éléments du programme, c'est quoi? Entre autres, on peut leur apprendre l'hymne national. Je suis sûr que il y a déjà, si je le prédis, je le donne le micro, chanter l'hymne national, on va se marrer. C'est sûr. Mais parce qu'on ne leur a pas appris ça. Quand vous allez à l'école, on vous l'apprend. École française. Quand vous allez à l'école coranique, vous n'êtes pas concerné. Quand vous vous réveillez, votre père est, je ne sais pas moi, menuisier. Il vous apprend la menuiserie. Vous n'êtes pas concerné. On est en train de créer deux citoyens. Un citoyen qui est dans un système classique occidental. Il connaît tout, mais l'autre citoyen n'est pas concerné. Lui, on le prend pour un sous-citoyen. Parce que le vrai citoyen, on doit lui apprendre quand même l'hymne national. Il doit connaître les emblèmes de la République. C'est quoi les couleurs du drapeau national? Alors, donc, ce centre de formation, j'en reviens entre guillemets, est un moyen de rattrapage pour construire, excusez-moi l'expression, de nouveaux citoyens, pour inculquer de nouvelles valeurs à ces citoyens qui n'ont pas bénéficié de ce dont ils ont droit. Apprendre l'hymne national, connaître les couleurs. Et pendant ce temps, on exige d'eux qu'ils respectent des choses qu'on ne leur a pas apprises. Alors, j'étais au programme. Il y a ça, on leur apprend aussi un métier. Un métier. Vous êtes là, l'école Thiès Nord ou Kédougou, vous faites le sport, on vous apprend l'hymne national, on vous apprend les institutions de la République, quel que soit votre niveau d'études ou si vous êtes même analphabète, on prendra votre langue, voilà, on vous apprend tout ça et on vous apprend aussi un métier. Pendant 3 mois, on vous dit, bon ok, voilà, il y aura des critères. Moi je ne peux pas définir tout. Je dégage des grandes lignes. On peut vous apprendre à être maçon, à être menuisier, à être... La finalité, au bout de 3 mois, mais avant de quitter les écoles du Sénégal, chaque promotion formée peut quand même labourer à l'école. Si vous avez appris la peinture, vous repeignez l'école, vous tapez les tables bas, hein, vous faites tout ce qu'il faut pour que vos enfants qui ont 5 ans, 6 ans, ils trouveront des classes déjà bien préparées, ils auront conscience déjà que le citoyen a joué un rôle, le citoyen grand frère a joué un rôle en le tapant à l'école. Maintenant, le budget pour faire tout ça, voilà, on va me dire, oui, bon, l'État, non. Ce cire, si on ne veut pas dilapider nos ressources, il est prioritaire. Quoi que vous fassiez, si vous ne prenez pas un budget pour le mettre dans cette formation, vous aurez jeté l'argent par la fenêtre. Et ça se voit tous les jours, parce que simplement, nous n'avons pas pris en compte la formation du citoyen, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses capacités. Pour terminer, on aime bien prendre l'exemple des pays occidentaux quand on parle de démocratie, quand il s'agit d'autres choses. Mais moi je me souviens, quand on était plus jeune, quand Platini devait faire le service national, il y avait beaucoup de bruit en France. Il devait le faire. Il devait faire le truc national. Au Maroc, ils l'ont remis sur la table récemment. Ils ont repris le service civique national. On aime bien parler de la monnaie du Maroc. Mais quand il s'agit de prendre ces pays-là pour exemple, pour refaire notre comportement, parce qu'on aime la facilité, on se dit non, ça c'est pas notre affaire. Je pense que c'est un devoir pour l'État du Sénégal d'instaurer le service national obligatoire de façon progressive.
volontaire d'abord, on fait le bilan ensuite, et après on attaque justement la formation. Alors, j'espère que vous êtes, si vous permettez, j'espère que vous êtes content. C'est sûr ça? Parce que peu ont applaudi, hein. Mais il le faut. Alors, monsieur Zay, moi je me réjouis un petit peu là en ce moment. Pourquoi? Parce que quand on a commencé justement cet échange, vous avez beaucoup parlé du devoir du citoyen. Et là, j'entends par citoyen, le citoyen lambda, pas l'État et le politicien. Et là, en parlant de service civique national, vous avez remis le devoir vers le citoyen en tant qu'État, vers le citoyen en tant que gouvernement. Et je m'en réjouis. Parce que je pense que lorsqu'on est dans une dynamique de donnant-donnant, je pense qu'on trouve le juste milieu. Alors, dans vos propos aussi, il y a quelque chose que vous mettez beaucoup en exergue. Vous parlez de formation, de différents métiers, et je vois à travers vos propos la valorisation de ce qu'on appelle très maladroitement, je me permets de le dire, et communément, le secteur informel. Et ce terme est de plus en plus inapproprié. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le secteur informel, c'est ce que vous parlez actuellement, les formations, la menuiserie, la maçonnerie, la peinture, etc. Et ce sont des personnes qui font tourner l'économie sénégalaise. Alors, j'aimerais vous poser la question justement, en faisant cette valorisation du secteur informel, est-ce qu'en même temps, vous êtes pour une formalisation, entre guillemets, de ce secteur informel, pour faire un peu ce jeu de mots, et comment est-ce que vous le voyez, cela? Alors, ça m'amène à la problématique de l'emploi. Je pense que la finalité de tout ça, c'est comment, justement, créer des emplois. Parce que ceux qui sont dans le secteur informel, c'est pour gagner leur vie. Hein. Donc moi, dans mon livre, Sénégal des sillons au service, le premier sillon, donc, c'est l'éducation. Le deuxième sillon, je vais juste vous lire le chapeau, après à l'emploi. Mais l'emploi, à travers les firmes agrégables. Parce que vous savez, le secteur informel, que nous vivons tous les jours, quand nous sommes dans la rue, nous nous en rendons compte. Ce que vous dites même, je pense que à la limite même, c'est plus formel que le secteur informel lui-même. Parce que parfois, vous avez un menuisier qui a son atelier, qui travaille, qui gagne des marchés. Mais quelqu'un qui vend des papiers de mouchoirs dans la rue, c'est ça le vrai informel. Le menuisier peut même avoir son INEA, être inscrit au réseau de commerce et tout. Le vrai problème, mais tous ces secteurs-là, certains n'ont pas de papier, effectivement, on peut les mettre dans le secteur informel. Mais pour moi, c'est faute d'alternative. Parce que si les jeunes, effectivement, n'ont pas trouvé les cadres qu'il faut pour pouvoir gagner leur vie, ça nous amène à la situation qu'on est en train de vivre. Et moi, je considère que, et c'est ça le deuxième sujet, l'agriculture constitue un maillon essentiel de création d'emplois. Un maillon essentiel de création d'emplois. Je sais que les gens n'aiment plus l'agriculture. Et pourquoi? Parce que moi je suis paysan du Saloum. Vous avez un champ d'arachide, c'est 3 mois à l'année.